sauf les humains. Lorsque les drones d'exploration de notre coalition ont trouvé le système solaire, nous savions, dès les premiers scans, qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant là-bas. La plupart des planètes étaient complètement dépourvues de vie, juste une poignée de roches stériles et de géantes gazeuses. La seule planète intéressante était la troisième, qui, selon les scans, était remplie de vie. Au cours des jours suivants, nos sondes ont exploré la Terre. Bien qu'elles ne puissent pas voir grand-chose à travers l'énorme quantité de débris spatiaux qui encombraient la planète, apparemment issus de lancements dans l'espace ayant échoué, elles ont obtenu quelques informations sur ce qui se trouvait sur la surface. Il y avait une diversité de flore et de faune, une abondance d'eau liquide qui, étonnamment, était parsemée de spécifications d'îles stagnantes de débris et une espèce sapiente connue sous le nom d'humain qui semblait être la cause des structures quelque peu communes et des débris spatiaux susmentionnés. Les scans ont montré qu'il y avait environ 8 milliards de membres de cette race. La sonde a continué son chemin après quelques semaines à scanner la surface. Sa mission principale était d'explorer un système nouvellement découvert qui semblait riche en ressources, et elle ne s'arrêterait pas pour une planète perdue au bout du monde. Bien sûr, les humains avaient réalisé qu'ils pouvaient aller dans l'espace, mais d'après la quantité de débris en orbite autour de leur planète, toutes leurs tentatives avaient essentiellement échoué. Il semblait à la plupart des scientifiques que les humains auraient besoin de 400 ans supplémentaires avant de fabriquer des vaisseaux capables de quitter la Terre, et encore plus pour découvrir le voyage à une vitesse supérieure à celle de la lumière de leur propre chef. Nous n'avions jamais vu une race aussi pitoyablement lente auparavant. La plupart des espèces qui essayaient d'atteindre l'espace en faisaient immédiatement leur objectif principal pour rompre les confines de leur planète d'origine, sauf, les humains. Un peu plus tard, un conflit a éclaté entre deux races membres de la coalition, les puissants et belliqueux Xanzi et les Daniques, relativement plus nouveaux et beaucoup plus dociles. Tout le monde savait que les Daniques étaient les victimes de cette guerre, mais savait qu'ils feraient face à la colère de la puissante armée des Xanzi s'ils intervenaient. Donc, les vaisseaux Xanzi vitrifièrent et stérilisèrent facilement un monde, capturèrent leur autre planète sans effort et utilisèrent leur influence au Sénat pour convaincre leurs alliés et certaines races hésitantes d'expulser les Daniques de la coalition. Personne n'a essayé de défendre les Daniques. C'était une race membre naissante sans représentant au gouvernement, avec peu de qualités remarquables à mentionner. Seulement 10 milliards de membres. Une armée quasiment inexistante, ce qui peut avoir été en partie la raison de l'invasion par les Xanzi, et seulement une poignée de capables de FTL, vaisseaux spatiaux. Ils étaient presque aussi pitoyables que les humains, comme l'a noté un sénateur, et il serait peut-être préférable de les envoyer au système Sol pour tester les humains. Ce serait en fin de compte un gaspillage de ressources d'envoyer une race réellement importante et une nouvelle flotte pour saluer les humains. Pourquoi ne pas utiliser les Daniques? Les 52 grands vaisseaux de colonies Daniques et de nombreux plus petits cargos et transports civils, transportant chacun leur part des 7 milliards de survivants de la guerre qui n'avaient pas été asservis par les Xanzi, ont sauté seuls vers le système solaire, sans soutien et sans possibilité de retour. Leurs vaisseaux étaient remplis à ras-bord de réfugiés, des gens sans foyer ou retournés. Personne ne serait heureux de les accueillir dans l'état où ils se trouvaient, sauf apparemment les humains. Plusieurs semaines passèrent avant que notre deuxième sonde n'atteigne le système solaire, spécialement conçue pour étudier comment les races humaines et daniques interagissaient. Lorsqu'il est arrivé, il a rapporté des nouvelles de ce qui s'était passé. Les gouvernements humains de la Terre, et oui, il y en avait beaucoup, avaient accepté les Daniques dans leur société. Leur planète regorgeait de constructions et environ la moitié des vaisseaux arrivés à destination étaient toujours en orbite. La plupart des débris spatiaux, curieusement, avaient été dégagés. Il leur faudrait cependant un certain temps pour s'adapter complètement. Personne ne pouvait gérer autant de réfugiés en même temps, sauf, comme nous l'avons découvert, les humains. Comme l'ont vu les quelques chercheurs chargés d'observer les images du drone, les habitants de la Terre se sont adaptés de manière extraordinairement rapide à leur nouvelle situation. Ils ont construit de nouvelles structures à une vitesse fulgurante, utilisant des machines massives qui imprimaient tout simplement des villes entières en seulement quelques semaines. Les cargos daniques, qui transportaient autrefois des marchandises, se déplaçaient maintenant dans la ceinture d'astéroïdes, extrayant des matériaux pour construire de nouvelles structures et, plus surprenant encore, de nouveaux vaisseaux. Les humains avaient apparemment appris à rétroconcevoir pratiquement toutes les technologies que les Daniques avaient à offrir. Des boucliers à particules aux propulseurs à supraluminal. Les véhicules qui étaient autrefois à roues ou à chenilles ont été convertis pour contenir des nœuds d'antigravité. De nouveaux vaisseaux uniques, supposément de conception humaine, ont été construits et, à notre grande surprise, ils se sont avérés même plus rapides que les vaisseaux daniques qui les précédaient. Jamais nous n'avions vu une telle activité auparavant. Sur la plupart des planètes,
Il fallait des mois pour construire un nouveau vaisseau, et un mois de plus si celui-ci devait être équipé d'un moteur à vitesse supraluminique qui était quelque peu rare dans toute la coalition. La plupart des vaisseaux de la coalition reposaient sur des moteurs à énergie solaire, car les moteurs à vitesse supraluminique étaient trop compliqués à produire en masse et trop coûteux pour être inclus en série. Seuls les riches commerçants intersystèmes ou les grands porte-avions militaires ou cuirassés en étaient dotés, tandis que la plupart des autres petits vaisseaux, comme les croiseurs et les frégates, n'en avaient pas du tout. Et sur cette planète jusque-là ignorée, de nouveaux vaisseaux seraient construits et lancés dans une semaine. Alors que certains flottaient autour de la Terre ou de la Lune locale, la plupart utilisaient immédiatement leur moteur à vitesse supraluminique et perçaient un trou dans l'espace-temps, voyageant vers on ne sait où. À ce stade, nos dirigeants devenaient à la fois curieux et anxieux face à cette nouvelle menace pour leur mode de vie. Les généraux Xanzi exprimaient fortement leur désir de s'emparer de ce qui rendait les humains si efficaces, et notre Sénat a capitulé en permettant aux Xanzi de former une force de frappe pour reprendre ce qu'ils croyaient leur revenir de droit. Une centaine de vaisseaux massifs, y compris des porte-avions, des destroyers, des cuirassés, des frégates, et même un cuirassé tueur de planètes, tous remplis d'assez de puissance de feu pour simplement subjuguer une autre race membre s'ils le voulaient. Des milliers de petits chasseurs, des centaines de transports de troupes et d'engins de débarquement pour la prise éventuelle de la planète Terre. Une seule planète contre la puissance de toute une flotte Xanzi était facile à vaincre. Peu importe à quel point on était préparé, et il n'y avait aucun moyen que la Terre soit prête après seulement 1 an depuis que les Daniques étaient apparus à leur porte. La plupart des races se rendraient immédiatement en espérant sauver leur vie, comme l'ont fait les Daniques après seulement 2 jours de combat. Sauf, bien sûr, les humains. Dès que la flotte Xanzi est arrivée près de la plus grande géante gazeuse du système pour se regrouper et commencer leur attaque, une petite flotte d'une douzaine de croiseurs s'est assemblée près de la Terre pour défendre leur foyer. Alors que les Xanzi s'approchaient de la ceinture d'astéroïdes, la flotte grandissait régulièrement jusqu'à égaler les Xanzi en taille, alors que d'autres vaisseaux apparaissaient apparemment de nulle part. Et quand les Xanzi traversèrent la ceinture, la flotte humaine accéléra pour les rencontrer au milieu, sur une petite planète rouge appelée Mars. Lorsque les deux forces se sont affrontées, la bataille était plus équilibrée que quiconque ne l'avait imaginé. Bien que les vaisseaux daniques aient initialement eu des boucliers et un armement médiocre juste 1 an auparavant, les croiseurs et cuirassés humains semblaient égaler leurs homologues Xanzi, échangeant des coups pour dévastateurs. Coups. La flotte Xanzi était réduite à 50 vaisseaux, y compris leur vaisseau amiral Dreadnought et quelques transporteurs destinés à subjuguer une planète, combattant contre 60 croiseurs et destroyers humains, tous résolus à repousser l'ennemi. Finalement, les Xanzi décidèrent de battre en retraite. Le cuirassé se détourna de la Terre, tentant de retourner en territoire ami avant d'être détruit. Avant que celui-ci et les vaisseaux restants ne puissent le faire toutefois, les 3 plus grands porte-avions humains ont lâché une petite vague de transport de troupes rapides au nombre de près de 500, chacun dirigé vers un vaisseau Xanzi spécifique. Pendant que la flotte tentait de fuir, elle n'a pas vu les transports percuter les coques de leurs vaisseaux et s'y verrouiller avant de sauter vers un système allié voisin, embarquant les marines humains. La sonde de reconnaissance observait les vaisseaux humains planer près de Mars, comme s'ils attendaient le retour des vaisseaux Xanzi pour reprendre leur attaque. Mais les vaisseaux Xanzi étaient partis pour de bon. Ils s'étaient retirés. Jamais auparavant, une flotte complète Xanzi n'avait été aussi malmenée qu'elle ait été forcée de battre en retraite. Aucune armée d'aucune race n'était capable de leur tenir tête lors d'une bataille et de lutter à armes égales, sauf manifestement les humains. Les dirigeants Xanzi étaient choqués par la défaite. Une flotte entière et 4 millions de militaires réduits à 1/4 de leur force par l'effort d'une seule planète et ce qui n'était il y a seulement 400 jours qu'une bande de singes maladroits, il y avait de l'indignation face à cette tournure des événements et les généraux Xanzi demandaient que l'amiral de pavillon soit réprimandé, exécuté et peut-être même rétrogradé au rang d'aspirant par la suite. Cependant, les communications avec le vaisseau amiral cuirassé n'ont jamais reçu de réponse et le navire était présumé détruit. C'était encore pire. Un de leurs vaisseaux amiraux de premier plan détruit. Ces navires étaient à la pointe de la technologie et il n'y en avait que 9 dans toute la coalition. C'était inconcevable. Les Xanzi se préparaient à mobiliser toute leur armée puisque le reste de la coalition ne voulait pas intervenir pour plusieurs raisons. Leurs 4 flottes complètes restantes se sont regroupées pour se préparer à un rendez-vous avec les survivants de leurs forces expéditionnaires. À leur arrivée, les amiraux de la flotte ont eu une agréable surprise. Leur précieux Dreadnought n'était pas, en fait, détruit. Il flottait sur place, entouré de ses porte-avions et cuirassés de soutien, tous ces 4 énormes canons capables de détruire des planètes, chargés et prêts. Cela aussi fut une surprise pour les amiraux de la flotte. Il était standard de ne jamais garder les canons du Dreadnought chargés à moins d'être prêts à tirer.
Sinon, la puissance du vaisseau serait drainée, les boucliers faiblis raides, et les systèmes de refroidissement finiraient par ne plus faire leur travail. Il était trop tard lorsque les 4 amiraux Xanzi réalisèrent ce qui s'était passé. Au moment où l'appel fut lancé pour engager des manœuvres d'évasion, pour détourner toute l'énergie vers les boucliers, pour charger leurs propres canons, ou pour abandonner le navire entièrement, les 4 vaisseaux amiraux, dans le chaos, avaient oublié de communiquer entre eux. Le Dreadnought, leur faisant face, avait tiré ses canons avec une précision parfaite. Chaque énorme explosion d'énergie, avec la puissance de 1000 ogives nucléaires derrière elle, a touché sa cible de plein fouet. La force de l'explosion n'était pas suffisante pour détruire complètement les Dreadnoughts, mais elle a éliminé leurs boucliers, mis hors service leurs réacteurs principaux et de secours et détruit la plupart de leurs vaisseaux de soutien à proximité directe. Alors que les 4 vaisseaux amiraux s'éteignaient, tous les systèmes hors ligne, les amiraux regardaient à travers les fenêtres en verre de leurs passerelles, tandis que les 60 navires humains que leurs collègues avaient affrontés au combat entraient en scène, se tournaient vers les cuirassés et lançaient des vagues de chasseurs. 4 jours plus tard, les Xanzi ont signé un traité de reddition inconditionnelle à la nouvelle Union terrienne. Ils ont renoncé à tous leurs esclaves, ont abandonné leur technologie et ont déclaré qu'ils ne possédaient plus les 5 cuirassés que l'armée conjointe humaine d'Anik occupait maintenant, planant de manière menaçante au-dessus du monde natal des Xanzi, capitale. Jamais personne ne s'était opposé à la force la plus puissante de la galaxie et n'avait retourné ses propres armes contre elle. Pas une seule fois les Xanzi n'avaient subi une défaite aussi écrasante, une défaite qui ne leur permettrait plus jamais d'être aussi puissants qu'ils l'étaient autrefois. Il semblait que rien ne serait jamais aussi puissant qu'ils l'étaient autrefois. Sauf, eh bien, les humains.